Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Dans l'actualité, on parlera notamment de mouvements sociaux. On reviendra bien sûr sur l'appel à la grève de l'intersyndicale et pour en parler avec nous, Rivo Rakoto-Nravelo, secrétaire départemental du SNIPP. Bonsoir Rivo. Bonsoir. Alors la grève a repris ce matin, un appel qui a été non seulement adressé aux salariés du secteur public, aux agents du secteur public, mais également à ceux du secteur privé. Une manière pour vous de montrer à la ministre qui doit arriver demain votre détermination. On en parle tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 28 septembre. Le mouvement engagé depuis de longs mois par l'intersyndicale a repris ce matin. Les grévistes souhaitent encore et toujours obtenir l'égalité réelle et attendent beaucoup de la venue d'Erika Barrett prévue demain matin. Sans quoi un durcissement des actions semble inévitable. Un plan climat-énergie territorial a été lancé en janvier à Mayotte. Il a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'en limiter les impacts sur le climat et de réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Le tout en impliquant l'ensemble de la population mahoraise. Ce matin au cinéma Alpaggio, une pièce de théâtre a été présentée sur le thème de la maltraitance physique et verbale subie par les personnes handicapées. En effet, bien que caché, ce genre de violence est encore trop fréquente à Mayotte. Reportage à la fin de cette édition. Après une semaine d'interruption, la grève a repris ce matin. L'intersyndicale avait ainsi appelé à descendre de nouveau dans la rue pour réclamer l'égalité réelle. Et contrairement aux fois précédentes où seul le secteur public était concerné, aujourd'hui les salariés du privé ont également été conviés à venir grossir les rangs. L'objectif étant bien sûr ici d'envoyer un message fort à la ministre des Outre-mer qui doit arriver demain matin à Mayotte. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Comme prévu depuis la semaine dernière, le mouvement de grève a repris ce matin à l'appel de l'intersyndicale. Et si la foule des grands jours n'était une nouvelle fois pas au rendez-vous, la détermination des syndicats ne faiblit pas. L'intersyndicale est là sur la route avec une bonne partie de la population. Mais on est en train de se battre contre le strict minimum. Et ça, c'est pas normal. On est en train de se battre pour l'égalité, pour... c'est pas comme ça comment les choses devraient se passer et c'est une volonté de la part du gouvernement de nous mener en bateau comme ça et de nous mépriser de cette façon-là. En effet, le sentiment de mépris anime les syndicats. Ces derniers réclament encore et toujours l'égalité de traitement avec les autres départements français. On ne pourra jamais stopper la grève tant que nous n'avons pas les réponses qu'il faut. Il faut que l'État comprenne qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus des investissements venant du côté de l'État pour le développement de Mayotte, parce que sans ça, on ne pourra jamais s'en sortir. Nous avons à tous les niveaux des difficultés sociales et sociétales. Donc il faut qu'il y ait une réaction rapide, sinon ça sera la responsabilité de l'État. Il y a les revendications sociales, il y a les revendications statutaires. Nous avons la situation des fonctionnaires de Mayotte qui demandent à être reconnus en tant qu'agents publics qui ont effectué tant d'années pour la construction du service public à Mayotte. Nous avons le secteur privé aussi qui demande l'application, rien que l'application des mesures qui s'appliquent dans les autres départements. Parmi les points de mécontentement, les prises de décision bien souvent unilatérales de la part de l'État. En effet, pour les syndicats, les gouvernements qui se succèdent décident du sort du 101e département sans concerter la population qui le compose. Bien évidemment, on ne peut pas compter sur nos élus parce que tant que dans ce département il y aura autant de corruption, eh bien, malheureusement on ne pourra pas compter sur nos élus. Et donc les choses se font en métropole. Et je suis désolé, mais on ne construira pas Mayotte en métropole. Mayotte se construira ici. Et cette ministre qui vient demain, on espère très sincèrement qu'elle ne viendra pas faire comme les autres et venir nous voir, nous faire la bise, nous serrer la main et sourire. Non, nous on n'a pas besoin de ça, sinon elle ne vient même pas. Elle peut rester là où elle est parce que nous ici, on a des problèmes. On n'est plus en phase de tolérer qu'on nous sorte des beaux discours. Cela n'a plus lieu d'être ici à Mayotte. Donc une ministre, quand elle vient ici pour nous faire des propositions, qu'elle soit la bienvenue. Autrement, elle peut rester carrément là-bas en métropole. Demain, les syndicats vont accueillir la ministre dès l'aéroport. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les attentes sont immenses. Mais ça, la ministre des Outre-mer semble le savoir mieux que quiconque.
Rivo Rakotonjavelo, vous étiez parmi les manifestants, un mouvement que vous avez demandé, vous avez appelé à suivre. Aujourd'hui, non seulement par les agents du service public, mais également par les salariés du service du secteur privé. Alors Rivo, aujourd'hui, clairement, qu'en est-il? Le mouvement va-t-il continuer demain? Contrairement à ce qui a été dit dans le reportage, je dois m'inscrire en faux. Il y avait plus de monde que la fois dernière. Plus de monde, juste pour exemple, la salle du conseil, la salle de délibération du conseil départemental était archi plein. Donc aujourd'hui, il y avait plus de monde. Et nous sommes aujourd'hui convaincus que demain, il y aura encore 2 à 3 fois plus de monde. D'accord? C'est juste pour dire que les attentes, effectivement, sont très, très fortes, mais nos revendications, les salariés du privé et du public, ils tiennent. Et effectivement, nous attendons de pied ferme la ministre, comme disait Rigoutard, il n'y aura pas de collier des fleurs. Il y aura des banderoles, il y aura des tracts, il y aura des revendications et surtout, nous attendrons des réponses concrètes. Alors on se rappelle de l'accueil qui avait été réservé à Georges Paul en juin. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette même lignée? Est-ce que vous êtes prêt à faire des blocages? Des blocages s'il le faut. Comment je pense que ça a été annoncé, c'est que nous avons été toujours de bonne volonté et on le sera. Mais effectivement, si demain il s'avère que on sort de on n'a rien de concret à mettre sous la dent, on sortira de nos crocs. Alors en termes de revendications, vous attendez demain la ministre. Est-ce que vous avez prévu d'avoir une audience? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu avec l'intersyndicale? Une demande d'audience a été souhaitée. Nous avions demandé, nous avons demandé une audience. On a souhaité à ce que ce soit avec la ministre en personne. On nous a annoncé une rencontre, mais encore des choses à régler. Mais en tout état de cause, nous irons la voir à l'aéroport. On ira à l'aéroport avec nos banderoles. Donc, elle ne passera pas sans nous regarder ou nous discuter avec nous. Alors, autre mouvement de grève qui sévit en ce moment même, on le sait, à la Poste. Est-ce que, Rivo, vous avez suivi ce qui se passe là-bas et est-ce que vous êtes au courant de la plateforme revendicative et qu'en pensez-vous? Très sincèrement, je ne suis pas informé de ce qui se passe à la Poste, mais il me semble qu'il y a des discussions qui sont en cours. Mais de toute façon, nous savons que si ça n'aboutit pas, demain, ils seront des nôtres, tout comme les agents de la Smart et tout comme les autres agents qui ont des difficultés et qui veulent le faire connaître. Merci beaucoup Rivo Rakotonjavelo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental du SNUPP et justement pour parer à toute éventualité, notamment en cas de blocage avéré. La direction de Corsair a indiqué que suite aux mouvements sociaux prévus ce jeudi 29 septembre, les passagers du vol Corsair International 874 résidant en Grande Terre sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se rendre à l'aéroport. Une barge à 5h30 est mise à leur disposition. Les mouvements pouvant se durcir par la suite, il est préférable de prendre la barge au plus tôt et les passagers auront ainsi été prévenus. Et cela fait aujourd'hui 6 jours que les agents de la Smart accompagnés des femmes leaders occupent le conseil départemental. Les choses n'évoluant pas, tous attendent désormais l'arrivée du président. Ce dernier doit atterrir demain matin à 8h par le vol direct d'Air Austral, le même vol que s'apprête également à prendre la ministre des Outre-mer ou encore le sénateur Tani. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Limné. Ils ne lâchent rien. Les salariés de la Smart comme les femmes leaders occupent toujours le conseil départemental. Et ils n'ont désormais plus qu'une seule idée en tête, rencontrer le président du conseil départemental dès son retour à Mayotte prévu demain matin. Moi j'attends à ce que Swaba rentre, qui nous donne une solution. Parce que hier après-midi, il est parti voir le chef Marcel Henry à Paris, alors que les problèmes sont à Mayotte. Ce n'est pas à Paris qu'il va régler les problèmes. Il a des problèmes avec les agents de la Smart à Mayotte. Il vient discuter ici. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a dit au chef Marcel Henry? Que la direction de la Smart ne veut pas discuter avec le département. Mais ce n'est pas vrai. Qu'ils arrêtent de prendre les Maoris comme des... je ne sais pas quoi là.
On veut des réponses et je ne sais même pas quelle réponse on va lui demander parce que la dernière fois, il y avait des écrits, il y avait même des déclarations publiques et on a vu autre chose. Mais il faudra qu'il nous trouve des solutions pour qu'on puisse sortir ici, sinon on ne bougera pas. Des réponses, c'est également ce que réclament les agents de la Smart. Ils veulent surtout rediscuter avec le président afin d'évoquer les promesses qui ont été faites il y a de cela plusieurs mois. Rien n'a changé, c'est pas que depuis jeudi. Cette histoire perdure depuis bientôt 3 ans. Donc nous, ce qui nous fait attendre ici, on attend l'arrivée du président Swabahadine pour qu'il puisse nous dire où est-ce qu'on en est depuis notre rencontre ici dans cet hémicycle, quand il nous promettait et en public des choses que nous souhaiterions que ça se réalise. Ces choses sont aujourd'hui très claires. Agents de la Smart comme femme leader possèdent un nouveau leitmotiv, à savoir le retour de la CCI en tant que délégataire du port de Longoni. Une possibilité évoquée à demi-mot par Swabahadine Ibrahim Ramadani, qui a d'ailleurs fait appel à des avocats pour étudier toutes les éventualités. L'avocat qui avait pris le conseil départemental, qu'est-ce qu'il a donné comme conseil par rapport au manquement du délégataire, en l'occurrence MCG, et où est-ce qu'il en est du rapport du consultant Catram, qui a trouvé des prix qu'on peut qualifier de douteux. Et par rapport à ce rapport du consultant, quelles sont les mesures qui ont été prises? Aucune mesure n'a été prise et revenir sur la délégation de services publics semble bien difficile et coûterait des millions d'euros à la collectivité. De quoi faire dire à la présidente des femmes leaders que les problèmes ne viennent pas de la directrice de Mayotte Channel Gateway, mais plutôt des élus du département. Idanel ne fait que ce qu'on lui dicte de faire. Moi j'ai compris que si Idanel se permet de dire ce qu'elle est en train de dire ou de faire ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle a des élus derrière elle. Parce que ce n'est pas possible dans un pays comme Mayotte, un pays de droit, une seule personne se permet de faire la pluie et le beau temps. Ce n'est pas vrai. Il y a les élus qui sont derrière. C'est pour cela qu'on est dans le département. Il faudra que ces élus nous trouvent des solutions et rapidement. Demain, dès sa sortie de l'avion, le président du conseil départemental risque de vivre un accueil mouvementé. Car si l'on en croit les femmes leaders, une action surprise est en cours d'élaboration. On vient de le voir dans le reportage, Pierre, les salariés de la Smart tiennent bon, ils ne veulent pas lâcher l'affaire comme on dit, avec derrière eux les femmes leaders. Demain le président arrive, on s'attend au pire ou pas? Oui, bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors, écoutez, aux dernières nouvelles, oui, il faut s'attendre à ce que la rencontre soit très mouvementée et que le ton soit pas des bons jours. Pourquoi ? Parce que la situation a un peu évolué dans la journée. Il faut revenir au point et au problème. Il y en a deux. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, MCG souhaite récupérer une partie de la manutention. Ça pose problème, notamment le contrat CMA-CGM, puisqu'il représente 70 à 80% de l'activité du manutentionnaire historique, à savoir la Smart. Et l'autre problème, c'est la formation des grutiers. La Smart a envoyé des grutiers en formation à l'île Maurice, notamment. Ils sont de retour aujourd'hui et il ne manquait plus qu'une chose, que le délégataire du port offre une autre formation sur place sur les engins qui seront utilisés à Mayotte, afin de finalement de valider leurs compétences. Depuis, ça a évolué, on l'a dit, effectivement, la présidente d'MCG a proposé qu'une formation soit mise en place. Et ça a fait l'objet aujourd'hui d'une lettre ouverte de la gérante de la Smart, à savoir Arlette Henry, qui a écrit au niveau donc de la convention qui est proposée pour cette formation. C'est une convention d'1 an renouvelable permettant la formation de notre personnel de conduite en vue de leur embauche directe, complète et définitive, ou de leur embauche partielle par la société MCG pour les besoins de l'exploitation de l'outillage public. En clair, effectivement, ils seront formés par MCG, ils seront en tout cas formés et leur formation sera valide, leurs compétences seront validées, mais ils passeront chez MCG. Alors imaginez un peu, étant donné la situation actuelle, la colère qui va ressurgir après ça. On continue au niveau de la lettre, le dit projet évoque même le dessein à terme de créer un bureau central de la main-d'œuvre pour tous les ouvriers dockers. Donc la situation risque encore une fois de s'envenimer. Et puis Arlette Henry
elle s'adresse dans cette lettre ouverte au président du conseil départemental qui arrive demain. Et je vais vous lire juste quelques phrases. Jusqu'à quand allez-vous laisser faire la société MCG qui œuvre comme bon lui semble au mépris de ses engagements, des règles en vigueur et des intérêts de la collectivité portuaire et plus généralement de la population mahoraise? D'autres phrases comme ça. Quand est-ce que les autorités prendront enfin la mesure de la situation? Donc clairement on n'est pas du tout dans l'apaisement. Tout le monde se demande où est-ce qu'on va avec ce feuilleton, parce qu'on est clairement dans une impasse. Plus les jours passent et plus on se dit comment on va pouvoir résoudre cette situation. Aujourd'hui, du côté de la Smart et des agents, et notamment des femmes leaders, c'est très clair. Ils veulent une rupture de la convention qui a été signée en novembre 2013, le 1er novembre, et mettre fin à la délégation de service public que possède aujourd'hui MCG. Alors est-ce qu'aujourd'hui le président sera en mesure de prendre des dispositions nécessaires pour justement atteindre cet objectif qui est demandé par les femmes leaders et les salariés de la Smart? Bah écoutez, on va bien voir ce qu'il va dire demain. On imagine que là, il travaille depuis une semaine et il n'est pas sur le territoire, mais qu'il travaille sur ce dossier. Le conseil départemental est occupé par les agents de la Smart, par les femmes leaders. Donc on imagine qu'il va devoir répondre, qu'il va avoir des réponses à apporter. Maintenant, lesquelles, hier, le président du conseil portuaire disait « Nous n'avons pas à nous prononcer sur ce conflit qui concerne deux sociétés privées. Donc nous jouerons un rôle de médiateur, mais pas d'arbitre. Or, aujourd'hui, tout le monde réclame qu'il joue ce rôle d'arbitre en tant que délégant et ils peuvent jouer ce rôle d'arbitre effectivement en s'appuyant sur le droit. Et maintenant, effectivement, il va falloir se pencher sur le droit. Autre chose, il y a des avocats qui ont été... le conseil départemental a fait appel à des avocats pour relever justement tous les manquements au règlement qui auraient pu être commis par la société MCG. Depuis, on n'entend plus vraiment parler. Et c'était aussi, on se souvient, le président du conseil départemental avait dit, et c'était le titre de France Mayotte Matin, elle se fout de ce pays. Et il avait émis la possibilité de casser la DSP. Depuis, on l'a dit plusieurs fois, mais on a l'impression qu'il y a eu un revirement de situation. Pourquoi, comment? Est-ce que c'est vraiment le cas? On va le savoir très prochainement et sûrement dès demain. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les femmes leaders promettent des actions surprises pour justement accueillir à la fois le président du conseil départemental et la ministre des Outre-mer. On sera à nous sur le terrain, bien sûr, Pierre. Merci beaucoup pour votre intervention. Et ce matin, dans le cadre de l'élaboration du plan climat-énergie territoriale de Mayotte, le PCET, le conseil départemental a convié l'ensemble de la population à une réunion publique. Au programme, la présentation du profil climat ou encore la présentation des outils de communication destinés à recueillir l'avis du public. Objectif, faire en sorte que la population s'implique dans la lutte contre le changement climatique. Un sujet signé Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Ce matin se tenait au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana une conférence portant sur la mise en place du plan climat-énergie territorial à Mayotte. Un plan qui vise à lutter contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre et qui entame aujourd'hui sa deuxième phase. Aujourd'hui, c'était une suite, c'était de faire un bilan d'étape sur ce qui s'est fait depuis le 20 juillet, parce qu'il s'agissait d'une part d'établir un diagnostic pour pouvoir mettre en exergue la situation actuelle du département. Et aujourd'hui, c'était de voir avec l'ensemble des partenaires les données qui sont issues des différentes réunions techniques qui se sont déroulées depuis le mois de juillet. En 2015, Mayotte a produit 1 119 712 tonnes de CO2. Le trafic aérien représente à lui seul 68% de ce chiffre. Mais pour que ce plan voie efficacement le jour et colle aux réalités du territoire, des outils de communication vont être mis en place afin de recueillir l'avis du public sur les actions à mener dans le futur. La troisième vice-présidente en charge du développement durable au conseil départemental nous en dit plus sur l'importance de la participation de chacun. Nous ferons une consultation des Mahorais, des différentes collectivités territoriales. Et là, je lance un appel sincère pour demander aux différents partenaires, pour demander aux communes, pour demander aux communautés d'agglo d'être sensibilisés sur cette question de l'énergie du territoire qui est quand même très important pour notre terre. Nous sommes un territoire insulaire et il est plus que nécessaire de se doter d'un tel outil qui nous permettra d'une part de connaître la réalité sur le territoire de Mayotte et de pouvoir faire des projections. Il y a énormément de documents qui sortent, certes, mais ce sont des documents qui sont importants pour le devenir des Mahorais. Important pour le département car tout le monde est aujourd'hui concerné. C'est d'ailleurs pour cette raison que même les réseaux sociaux vont être utilisés pour amener le plus grand nombre à s'exprimer sur la question.
Je n'apporte pas des projets, mais c'est qu'on construise ensemble les projets, que ce soit avec les partenaires du département, mais aussi les habitants. Un mur d'expression, un site internet, un lien pour un site internet est présent sur le site du département afin que vous puissiez participer en tant que citoyen sur des projets ou des propositions d'action. À terme, l'objectif est de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Un objectif très élevé, mais loin d'être irréalisable, si chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 28 septembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. À la veille de l'arrivée de la ministre des Outre-mer, le député Bouanali Saïd a décidé de sortir de son mutisme afin d'alerter Erika Bareitz sur les problèmes qui rongent actuellement le département. Insécurité à travers la violence des jeunes, chômage massif, manque de structures développant de la valeur ajoutée. Les maux qui frappent le département sont dénoncés, tandis que le député souhaite que la ministre tienne un discours d'un État qui responsabilise et non pas d'un État qui assiste. L'élu mahorais trouve par ailleurs anormal que certains Mahorais qui disposent de moyens d'investir utilisent leur argent ailleurs mais non pas à Mayotte. Certains vont ainsi en Chine ou à Dubaï pour acheter des matériaux. En ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine, Bouanali Saïd souhaite qu'une véritable continuation soit menée de manière commune, avec cohérence et pragmatisme. L'adressage, un chantier gigantesque mais de la plus haute importance pour Mayotte. Et ce ne sont pas les salariés en grève de la Poste qui diront le contraire. À ce titre, la dénomination de l'ensemble des rues, chemins et ruelles se poursuit aux quatre coins de l'île et notamment au sein du chef-lieu. Ainsi, lors du conseil municipal du 21 septembre dernier, il a été décidé de baptiser des voies du chef-lieu et il est désormais possible de lire à certains coins de rue boulevard Alidi Selemani, boulevard Mawana Madi, boulevard Marcel Henry, boulevard Younoussa Bamana, avenue Zenam Déré, avenue Zouber Adinani ou encore place Zakia Madi. Une manière d'honorer ceux qui ont permis à l'île de se développer et d'ancrer toutes ces personnalités dans la postérité. Et on termine avec une nouvelle qui va en ravir plus d'un. Par voie de communiqué, l'entreprise Colas Mayotte informe les usagers de la route que dans le cadre de travaux de pose fibre optique, une des voies de la RN1 sera fermée à la circulation du mardi 27 septembre au vendredi 18 novembre, la nuit entre 20h et 9h du matin. Après la 4G prévue à Mayotte pour le 1er décembre prochain, c'est donc au tour de la fibre optique de pointer le bout de son nez. Les deux grands opérateurs, à savoir Orange et SFR, travaillent ainsi à une rénovation quasi intégrale des installations réseau afin que les premiers forfaits fibres soient commercialisés dans les tout prochains mois. Aucune date n'est pour l'heure annoncée, mais selon nos informations, la fibre est déjà opérationnelle dans certaines parties de l'île. Il ne reste donc plus qu'à s'armer de patience pour bénéficier du très haut débit à Mayotte. Et Pierre, vous êtes de nouveau avec nous et on va parler de cette évolution, cette révolution qui arrive à Mayotte, justement, cette fibre optique. Ah oui, révolution, je crois qu'on peut parler de révolution parce Carrément. que le haut débit, la fibre optique, ça va changer beaucoup de choses, notamment pour les entreprises, donc au niveau de l'économie locale, parce que on va passer de 16 gigas au niveau de la vitesse à 500 mégas au niveau de la vitesse. Donc imaginez à quel point on multiplie la vitesse et tout va être beaucoup plus simple. Alors on sait que dès le 1er décembre, déjà, la 4G va arriver à Mayotte, donc ça c'est pour tout ce qui est téléphonie mobile notamment, mais voilà, ça veut dire qu'Internet va être partout à Mayotte, en tout cas 60% du territoire dans un premier temps, et va être accessible en un clic, tout va être faisable très rapidement et forcément ça va changer beaucoup de choses. C'est une révolution, ça fait aussi partie du désenclavement numérique qui est souhaité, voilà, pour que l'île aussi s'ouvre encore plus, j'allais dire, au monde, et voilà, ça fait partie d'ailleurs du plan Mayotte 2025, donc j'imagine que demain la ministre va parler de ce plan, même si on attend qu'elle nous parle aussi d'autres choses et qu'elle annonce d'autres bonnes nouvelles. On sait déjà qu'elle va parler notamment de ce projet de loi sur l'égalité réelle en Outre-mer, mais ça c'est vrai que le désenclavement numérique c'est quelque chose de très important pour le territoire. Au niveau de la fibre,
on sait que les deux grands opérateurs, que sont Orange et SFR, sont aujourd'hui en train de rénover tout le réseau et que la fibre est déjà en place dans plusieurs endroits de l'île, notamment sur le chef-lieu. On sait qu'en interne aussi, au niveau de ces opérateurs, on utilise déjà la fibre. Maintenant, elle n'est pas encore commercialisée, il va falloir attendre encore un petit peu. Il y a des travaux qui sont encore en cours, mais en tout cas, c'est vraiment une très très bonne nouvelle et on en parlait récemment. On attendait la fibre optique enfin à Mayotte. À La Réunion d'ailleurs également. Et ça, c'est vraiment une grande révolution pour le département, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et justement, on parlait de cette étude qui a été menée, on en parlait hier dans notre édition, avec les difficultés que connaissent les TPE et PME. Ça sera l'occasion peut-être pour elles de rebondir, de repartir sur d'autres perspectives. Oui, alors c'est vrai que les problèmes des TPE et PME sont autres que l'accès à Internet, mais effectivement, dans certaines petites PME et TPE, le fait de pouvoir bénéficier de cette fibre optique, et voilà, et pour nous, par exemple, nous sommes un média, nous avons plusieurs supports, plusieurs médias, la fibre optique, ça va changer énormément de choses pour nous, pour pouvoir faire des directs, pour pouvoir, sur nos sites Internet, sur pas mal de choses, effectivement, et puis pour accéder à plusieurs. Dans les entreprises, c'est compliqué, parce que lorsque vous êtes à 16 mégas et qu'il y a énormément de personnes qui travaillent sur une même box, c'est très compliqué. Là, effectivement, ça va faire gagner du temps aux entreprises et on sait que le temps, c'est de l'argent. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, pour les TPE, les PME et aussi les grandes entreprises, ça va être une mini-révolution. Merci beaucoup, Pierre. Et on termine avec cette représentation théâtrale offerte ce matin au cinéma Alpaggio par le collectif Rito Shinra Najiti Hadi. Entendez, on y arrivera avec de la volonté. La pièce s'intitule Entre les murs et porte sur la maltraitance physique et verbale des personnes handicapées. Les membres du collectif, tous en situation de handicap, sont stagiaires à l'ACE, Apprendre et construire ensemble. D'autres structures agissant en faveur de cette même cause avaient fait le déplacement pour les regarder jouer la pièce. AGPAC, Tama, Toi aussi ADSM ou encore Caritas, tous avaient répondu présent. Zoom sur une manière artistique de sensibiliser dans ce reportage signé Adèle Laurent. Vous passez 2 oreillers? Mais depuis quand les handicapés dorment avec 2 oreillers? Bonne nuit. Faites bon rêve, hein? La maltraitance désigne les mauvais traitements subis par une personne. Ceux-ci peuvent être notamment d'ordre psychologique, physique ou verbaux. Étant donné l'existence de discriminations fondées sur la capacité physique, les personnes ayant un handicap sont vulnérables à ces différents types de violences. Violences qui sont d'ailleurs bien plus fréquentes qu'il n'y paraît. C'est pourquoi le collectif Rito Shinra Najiti Hadi, on y arrivera avec de la volonté, à monter une pièce de théâtre sur la maltraitance envers les personnes en situation de handicap. À l'origine, en fait, c'est suite à un événement malheureux qui s'est déroulé auprès de l'un des stagiaires. Donc ils en ont discuté et ça a tombé au moment où il y avait toute la campagne d'affichage sur les violences faites aux femmes. Donc on avait pas mal affiché dans nos locaux et ils nous ont dit on fait beaucoup de prévention et de sensibilisation contre les maltraitances faites aux femmes, aux enfants et on nous oublie, on traite jamais de la maltraitance verbale et physique des personnes handicapées parce que la maltraitance verbale est très fréquente. Les stagiaires espèrent donc communiquer à travers cette pièce les valeurs de respect, de solidarité et d'acceptation de l'autre, comme nous l'explique Majika Mardin, un des formateurs de ACE. Maorewan raha wantu kawaile wasafi wantu raha mbali par rapport na Fransauli raha wantu wengi ambao sijua amba wantu na handicap wani world santé wike wakati wata wantu tsina wakivonu moja nga leo vanu wasiri vender fanya teatrini ngara insidze wantu amantono stambia donc amba wantu tsina déplacer waone idunia. Donc urtare insidze arma piesini amba wale wana handicap bekara lazima atanga lazima kena wasir ke ni moja ta permettre rembeli pièce von moja. Cette pièce de théâtre a en effet interpellé. Découpée en 5 scènes, les situations jouées étaient centrées sur la vie familiale des handicapés. Car pour Raïssa, une des actrices, améliorer la vie des personnes en situation de handicap commence dans le cercle familial. Il faut s'entraider entre frères et sœurs. Et quand il n'y a pas ça dans la famille, voilà, on les écarte, on les met à l'écart. Quand il y a des activités, on les met à l'écart, alors qu'ils peuvent faire les activités avec toute la famille. Et ça doit commencer
envers la famille, s'entraider et se soutiennent. Une pièce de théâtre pour changer le regard porté sur les personnes en situation de handicap et sensibiliser sur la maltraitance physique ou verbale. Et il est à rappeler que si la maltraitance n'est pas une notion juridique, la plupart des actes de ce type sont cependant réprimés pénalement. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur OM5, à retrouver également en replay sur notre site l'infocoesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Norbert Martinez sera l'invité du temps de parole. Excellente suite de programme à vous sur KTV et à demain.